fait, ce film, c'est vraiment la suite de mon précédent film. J'ai tourné un documentaire qui s'appelle Paris-Stalingrad, dans mon quartier, dans le 10e arrondissement de Paris, où je retraçais l'itinéraire d'un jeune poète soudanais qui arrivait à Paris. Et en tournant ce film sur les campements de rue à Paris, j'ai rencontré beaucoup de Soudanais qui étaient des réfugiés politiques, qui étaient des activistes dans leur pays, qui sont devenus des amis. Et quand on a terminé ce tournage et qu'on a présenté le film, la révolution battait son plein au Soudan et ils étaient tous extrêmement frustrés de ne pas pouvoir y aller. Donc ce qui s'est passé, c'est qu'ils m'ont littéralement poussé à aller voir leur pays et aussi à leur ramener des images de cette révolution à laquelle ils ne pouvaient pas assister pour des raisons évidemment de problèmes de circulation avec les papiers qui sont en train de se faire. Et aussi, ils m'ont dit quelque chose que je trouvais assez drôle. Ils m'ont dit tu nous as filmés en train de dormir sur des cartons, humiliés dans les rues de Paris. On aimerait que tu vois d'où on vient, d'où on parle, à quoi ressemble notre pays, et puis on va t'aider à le faire. Et je dis toujours que ce film, c'est une histoire d'amitié avant tout, puisque c'est né de mon amitié avec des Soudanais que j'ai rencontrés à Paris. Je dis souvent aussi que j'ai rencontré le Soudan à Paris. Et puis ensuite, l'amitié qui s'est tissée avec les Soudanais que j'ai rencontrés en arrivant à Khartoum. Et en fait, je suis partie dans des conditions assez roots, un peu à l'arrache, comme on dit. Je n'avais pas encore de producteur ni de financement. Je savais qu'il y avait une urgence, que c'était un moment très particulier. On ne savait pas combien de temps ça allait durer. Et j'ai suivi le conseil de mes amis soudanais, c'est-à-dire que j'ai fait ma demande de visa à partir de Tunis, avec mon passeport tunisien, parce qu'ils m'avaient dit que si je me faisais arrêter, ça serait plus facile en étant tunisienne que française, parce que c'est un pays qui a été fermé pendant presque 30 ans pendant la période de la dictature et qui a été notamment en conflit avec l'Occident, avec les États-Unis, avec l'Europe, qui était sur la liste des pays terroristes, notamment à cause des attentats contre l'ambassade des États-Unis à Nairobi. Donc voilà, je suis allée au consulat à Tunis. Ça a été très compliqué d'avoir le visa et finalement c'est l'intervention d'un ami d'amis soudanais qui a fait que j'ai réussi à avoir ce visa. Parce qu'au Soudan, c'est un pays où on ne rentre pas facilement. Il faut avoir une invitation officielle pour y aller ou une invitation de quelqu'un. Et c'était une période de la Révolution où toutes les administrations étaient fermées. Donc en fait, la possibilité même de faire un dépôt de visa était compliquée. Et quand je suis arrivée à Khartoum, j'avais très peur parce que c'était l'inconnu et que je savais que c'était un pays qui avait traversé une période extrêmement dure, une dictature féroce, et le dictateur venait de tomber. Donc quand je suis arrivée, ça faisait un mois qu'il était tombé. Et évidemment, la chute du dictateur, tout le monde sait, et les Soudanais eux-mêmes le savent, que ça ne suffit pas à changer de régime. Et donc je suis arrivée dans cet aéroport un peu délabré, avec une atmosphère assez étrange. Et puis c'est un ami d'amis qui est venu me chercher à l'aéroport. Et ensuite, j'ai tout de suite plongé sur ce sitting à Khartoum, qui était en fait... il faut imaginer que quand j'arrive au Soudan, ça fait un mois que des dizaines de milliers de personnes occupent tout un quartier, le quartier administratif en fait, autour du quartier général de l'armée et du palais présidentiel. Et c'est un quartier, en fait, c'est comme si à Paris, tout le 8e arrondissement était occupé autour de l'Élysée. C'est pas juste une place, comme la place Tahrir ou l'avenue Bourguiba, des révolutions sur lesquelles j'ai aussi fait des films. C'était vraiment très impressionnant, en fait, l'organisation qui était en place, puisque chaque quartier était représenté par une tente, chaque syndicat, chaque association. Il y avait beaucoup aussi d'associations d'avocats, d'associations féministes, les comités de résistance. Et puis, le point de départ de ce sitting, qui est un peu la première demi-heure du film, en fait, et qui est ce premier tournage très spontané, c'est qu'en fait, le 6 avril 2019, il y a plusieurs millions de Soudanais qui sont montés vers la capitale de tout le pays et que cette révolution, elle commence à Atbara, donc c'est pas dans la capitale, c'est la ville des cheminots, avec une grève de cheminots, et ils vont mettre à disposition les trains gratuitement. Et il va y avoir des trains qui vont rentrer dans la ville où il y a tellement de monde dans les trains qu'on ne les voit plus. C'est aussi quelque chose qui n'est pas dans le film parce que je l'ai vraiment construit, ce film, en utilisant pas d'images d'archives, mais vraiment en montrant que ce que moi j'avais filmé.
Quand j'arrive à Khartoum, je pense que je suis en repérage. Et j'ai pas pris de billet retour, je me dis que je me laisse le temps. Je sais pas encore quel film ça va être, je sais très peu de choses du Soudan, j'y ai jamais été. Donc je suis en fait comme le spectateur complètement novice et j'ai pas d'idée préconçue. Donc je vais être inspirée par la beauté de ce que je vois. Et littéralement, c'est ces 20 premières minutes du film, c'est-à-dire que je plonge dans cette réalité, dans ce sitting où on a une population qui pendant 30 ans n'avait le droit de rien faire et qui d'un coup prend l'espace, occupe l'espace public, un espace qui lui était interdit. Parce que Omar el-Béchir, la première chose qu'il fait, le dictateur, quand il prend le pouvoir le 30 juin 1989, c'est qu'il ferme les cinémas, il met les cinéastes en prison, il ferme les cabarets qui sont sur les bords du Nil. Et le Soudan est un pays de fête, en fait. Le Soudan a toujours été un pays, de ce que les Soudanais m'ont raconté, où la poésie, la musique, l'art est omniprésent. Et il y a eu avant ce dictateur un autre dictateur, mais qui n'était pas un dictateur religieux, qui était un dictateur juste militaire, donc qui laissait cet espace de liberté. Or, ce qui est terrible avec cette dictature dont sortent les gens, enfin on voit dans le film que les gens sortent de cette dictature-là, c'est que c'est une dictature qui est à la fois militaire, mais aussi religieuse. Et religieuse dans le sens où c'est le contrôle des mœurs, et notamment les premières victimes de cette dictature, c'est les femmes. Donc il faut s'imaginer qu'à l'époque, le voile est obligatoire, le pantalon est interdit. Une femme peut recevoir 40 coups de fouet en public si son voile est mal mis ou si elle porte un pantalon ou si la police des mœurs l'arrête dans la rue avec quelqu'un d'autre que son frère, son père ou son mari. Et donc il y a vraiment cette violence et cette idée d'humilier les femmes et aussi d'empêcher les gens d'être heureux ou d'avoir tout espace de liberté. En fait, il n'y a pas d'espace de liberté et spécialement, c'est particulièrement dur pour la jeunesse. Et donc les 20 premières minutes du film, elles montrent cette explosion de joie à un moment donné où tout ce qui était interdit, les gens font tout ce qui avait été interdit depuis qu'ils sont nés. Parce que dans le film, la moyenne d'âge des gens qu'on voit, ils ont entre 20 et 25 ans. Et donc ils sont nés sous cette dictature, ils n'ont connu que cette dictature. Donc je filme vraiment, surtout la nuit, parce qu'il fait 50 degrés la journée, et puis qu'on est en période de Ramadan. Donc c'est seulement après la rupture du jeûne que finalement tout le monde se retrouve et que les gens sont plus détendus, que la température baisse. Et j'ai des heures et des heures de rush. En fait, ça a été aussi avec la monteuse un très gros travail de montage, parce que si j'avais gardé dans le film tout ce que j'aimais, le film aurait pu durer 4-5 heures. Mais on a vraiment fait le choix d'essayer de construire un récit qui a été toujours très très compliqué. C'est-à-dire que même quand moi j'avais en tête finalement le récit que je voulais faire avec ce film et quand j'ai dépassé ce moment qui était pour moi un moment de repérage mais qui finalement est devenu une matière du film, c'est que rien ne se passait jamais comme je l'avais prévu. Je vais donner quelques exemples. Donc je pars sans billet retour et je pense que j'ai le temps. Donc je commence à peine à faire quelques rencontres et je rencontre Maha, Mouzamil, Shahjan qui vont devenir les protagonistes principaux du film. Je n'ai pas encore rencontré Khattab ni Karim qui sont ceux qui récitent de la poésie un peu plus tard dans le film. Et le tournage va être interrompu par le massacre du 3 juin qui est vraiment quelque chose auquel personne ne s'attend et qui va être d'une violence inouïe. Et ce massacre du 3 juin, c'est que par surprise, en fait, les miliciens et les militaires viennent pour démanteler le sitting et ils vont violer des centaines de femmes, ils vont tuer des centaines de personnes. Jusqu'à aujourd'hui, on ne sait pas combien il y a eu de morts, parce qu'en fait, sur le sitting, il y a beaucoup de gens qui viennent de régions où ils n'ont pas de papier et qui viennent de zones qui étaient en guerre, ou qui sont des orphelins de guerre, ou qui sont des homeless, donc des gens très pauvres qui n'ont même pas les moyens d'aller dans l'administration faire leur carte d'identité. Et puis, le choix de la date du massacre du 3 juin est terrible, parce que c'est le jour de la fin du Ramadan, donc il faut imaginer que c'est comme un 24 décembre pour nous ici. C'est comme le jour de Noël, enfin, c'est un jour très important, la fin du Ramadan. Et normalement, c'est un jour de paix et un jour de communion et où les gens se retrouvent en famille. Et les militaires choisissent volontairement ce jour-là parce que sur le sitting, il y a aussi leurs enfants. Et finalement, tous les enfants de bonne famille rentrent dans leur famille la veille de la fin du Ramadan pour le fêter en famille. Donc ils savent que quand ils vont attaquer le sitting, il n'y aura que les plus radicaux et les plus pauvres.
Ces images dans le film qu'on voit du massacre du 3 juin, j'ai pris la décision en fait, d'utiliser des images qui avaient été mises à disposition par les révolutionnaires eux-mêmes, des activistes, qui étaient allés sur les réseaux sociaux et qui avaient trouvé sur les pages Instagram et les pages Facebook des militaires et des miliciens, des gens qui s'étaient filmés en selfie en train de tuer et de violer. Je n'ai pas mis dans le film les images les plus violentes, mais je voulais en fait d'abord utiliser ces images parce qu'elles m'ont été données par des révolutionnaires qui ont constitué une archive de toutes les exactions. Parce qu'un des problèmes du génocide au Darfour en 2003, il y a plus de 20 ans, c'est qu'il n'y a pas d'image. Et on dit toujours une guerre sans image ou un génocide sans image, c'est comme s'il n'avait pas eu lieu. Et là, il y a cette obsession chez les jeunes révolutionnaires soudanais de Khartoum qui, contrairement aux gens très très pauvres au Darfour, ont des téléphones portables, ont accès à Internet, ça va être de collecter cette archive. Et c'est pour ça que j'utilise cette archive vraiment sciemment, parce que je pense que c'est important que le spectateur sache le niveau de violence dont sont capables ces gens. Tout le film est construit avec l'idée que je commence par la guerre, en montrant très très peu d'images de la guerre, parce que j'avais vraiment le désir, avec ce film, de prendre le contre-pied du storytelling des militaires. Parce que les militaires, en fait, qu'est-ce qu'ils font? Ils sèment la terreur en montrant ces images de violence. Et encore aujourd'hui, là, en ce moment même, la guerre est en cours au Soudan, et ils continuent de mettre sur Internet des images des massacres au Darfour et de villages entiers, de camps de réfugiés, des femmes et des enfants qui sont tués. Et ce sont les seules images qui nous parviennent de la guerre au Soudan aujourd'hui et qui sont également archivées par des chercheurs, des scientifiques et aussi des gens qui veulent qu'un jour justice soit rendue sur tout ce qui se passe au Soudan. Et c'est ça qui est terrible, c'est que finalement dans ces images, on voit des militaires qui se filment en selfie comme s'ils partaient en vacances. Donc en fait, c'est la culture qui est notre culture à tous, du téléphone portable, du réseau social, mais utilisée d'une manière macabre et complètement terrifiante. Ce qu'il faut comprendre, c'est que dans cette révolution, le slogan principal de la révolution, c'est « Hurriya, Salama, Adala ». Hurriya, ça veut dire liberté, Salama, ça veut dire paix, et Adala, ça veut dire justice. Et en fait, les gens veulent effectivement Hurriya, la fin de la dictature, Salama, la fin de toutes les guerres qui ont été menées justement par ce dictateur parce qu'il y a eu de la résistance armée dans certaines régions contre lui, parce qu'il passait son temps en fait à piller les régions de toutes leurs richesses. Et puis Adala, c'est justice parce qu'il y a eu des crimes contre l'humanité et des crimes de guerre qui ont été commis surtout dans la région du Darfour, au Kordofan et au Nil Bleu, donc pas dans la capitale mais dans des régions immenses du pays. Le Darfour, ça fait 3 fois la France. Et donc ces crimes de guerre et ces crimes contre l'humanité, ils ont été reconnus par la Cour pénale internationale. Omar el-Bashir, il est accusé, normalement il doit être jugé par cette Cour pénale internationale, mais il n'y a pas que lui. Il y a aussi tous les militaires qui l'entourent et qui en fait sont en train d'essayer de prendre le pouvoir après lui. Comme ça se passe généralement au moment de n'importe quelle révolution. Et les Soudanais ont vu ce qui s'est passé en Syrie, ce qui s'est passé en Égypte. Donc ils sont très inquiets et c'est pour ça qu'ils ne veulent pas arrêter ce sitting. Ils disent que tant qu'il n'y aura pas de changement de constitution et de vrai changement de régime, et tant qu'il n'y aura pas la Madaniya c'est vraiment le mot que les Soudanais inventent, qui vient de Madani, qui veut dire citoyen, et qui veut dire État citoyen, gouvernement citoyen. En fait, c'est le mot arabe pour démocratie. J'aime bien rappeler que démocratie, c'est démos, le peuple, cratie, le pouvoir au peuple. Et la Madaniya, c'est la même chose. Et donc, en fait, ils veulent récupérer leur pays, à cette idée. Et donc, le dernier mot du slogan, Hurriya Salama Adala, Adala, c'est justice, c'est la justice transitionnelle. C'est-à-dire qu'ils veulent que les criminels de guerre soient jugés. Et donc, évidemment, les militaires ont très peur de ça. Et quand ils vont venir pour détruire ce sitting, ce qu'ils veulent faire, c'est absolument arrêter cette révolution, empêcher cette transition démocratique, empêcher que la Madaniya voie le jour et puis se mettre à l'abri pour ne jamais être jugés. Et ils pensent qu'en venant tout détruire et en semant la mort,
ils vont semer la terreur et plus personne n'osera ressortir dans la rue. Mais ils se trompent parce qu'à peine 3 semaines après le massacre du 3 juin, le 30 juin 2019, les gens choisissent cette date symbolique. On est pile 30 ans après la prise de pouvoir, le coup d'État de Omar el-Béchir, le 30 juin 89. Et ils disent aujourd'hui c'est le coup d'État du peuple. Le peuple reprend le pouvoir, reprend son pays. Et il y a tellement de monde qui descend dans la rue que les militaires prennent peur. Et puis il y a un envoyé spécial de l'ONU qui va arriver. Il va y avoir aussi un envoyé spécial des États-Unis, le Premier ministre éthiopien. Et finalement, tout le monde va se remettre autour de la table des négociations. Et il va y avoir un accord pour un gouvernement de transition qui va être passé au mois d'août. Et c'est là que moi, je reprends le tournage quand de nouveau, il y a plus ou moins une forme de sécurité dans les rues. يا هند كيفك انت كويسة؟ احنا كويسين الحمد لله. الأمن شبه مستتب. المحلات بدأت تفتح، الشوارع الناس ماشية فيها لأنه في مفاوضات. فيلا السودان هسه في مرحلة بتاعت زي تقولي تعليق للحاجات. J'avais pas du tout prévu que les voice messages qu'on échangeait avec les personnages du film allaient devenir la forme du film. En réalité, vu que j'habitais pas au Soudan, et j'avoue que j'avais pas très envie d'y habiter parce que c'était tellement pesant en fait, chaque tournage tellement épuisant. C'est un pays très dur, donc j'étais toujours heureuse en fait de repartir. Donc j'ai fait 5 voyages pour faire le film, et parfois j'étais pas là, il se passait des choses, et donc Maha, Shahjan me donnaient des nouvelles. C'était surtout avec elle que j'étais très proche d'elle, et on se donnait des nouvelles régulièrement. Et comme mon niveau d'arabe à l'écrit n'est pas très élevé, c'est le voice message qui s'est imposé un peu plus que les textos en fait, puisque finalement c'était plus facile pour moi, ça allait plus vite de leur laisser un message en arabe vocal plutôt qu'écrit. Ça m'aurait pris beaucoup de temps d'écrire, et elle me répondait de la même manière. Donc voilà, pendant toutes ces années, puisque le film il est tourné entre 2019 et 2023, donc en fait entre le début de la Révolution et le début de la guerre, dans cette espèce d'interstice, ce moment où tout est possible encore, finalement ces voice messages nous ont permis de recoller les morceaux de tout ce qui avait été impossible de filmer, de tout ce qui était tellement compliqué à suivre le fil de l'histoire en fait. Et que c'est ce qui a déterminé l'écriture de la voix off du film, qui est écrite comme une lettre adressée à ses amis et qui devient le prolongement de ces voice messages. Et parce que j'avais essayé de faire une voix off très informative qui donnait toutes les informations sur le pays, sur les tenants et les aboutissants géopolitiques, et le film la rejetait. C'était une voix off en français. Il la rejetait, mais comme si le film était un corps vivant. Et c'est là qu'on a trouvé cette forme d'écrire une voix off qui soit comme une lettre et qui soit en arabe, et qui soit dans un arabe pas très sophistiqué, qui soit vraiment sur le même mode que les voice messages, mais quand même qui soit écrite pour donner quelque chose de ce que j'ai ressenti pendant tout le tournage du film. ما نقدر ننسى وقت واحدة منكم قالت لي إلا بتوقفي المقاومة بتضيعي إنسانيتك، بس أنا عارفة أتخلصوا مشروعكم إلى النهاية. معكم أنا تعلمت لا يوجد نصر أو هزيمة، بس الفعل مهم، وبالآخر تلحقي حلمك. Les Soudanais, ils ont toujours en tête la Révolution française, ils la connaissent. Et très souvent, quand je suis face à des spectateurs, quand on montre le film, après dans des débats, beaucoup de gens me disent, ou même des journalistes, mais finalement c'était pour rien. Et là je réponds, non, souvenez-vous qu'en 1789, qu'est-ce qui se passe juste après la Révolution française? Il va y avoir la terreur, donc des têtes et des têtes qui vont être coupées, et puis un coup d'état militaire, celui de Louis-Napoléon Bonaparte, et ensuite 20 ans de guerre. Et donc en fait Napoléon va faire la guerre dans toute l'Europe, et puis on va avoir le retour de la monarchie, le Second Empire. Donc en fait il y a tellement de soubresauts avant d'avoir les premiers balbutiements de la démocratie. Et n'oublions jamais aussi les rivières de sang dans les rues de Paris au moment de la Commune, qui sont aussi un de ces moments dont on parle si peu et trop peu même dans nos livres d'histoire, et qui sont grâce à ces moments-là en fait que aujourd'hui nous on peut vivre avec tout ce dont rêvent les Soudanais. أكثر من إنه يكون الدم تلبية الرغبات
اللي ماتوا عشان يعني الشباب الطيبين دي. فلو جيت سألت أهلهم لو جو لقوا تعليم مجان، لقوا صحة مجان، مواصلات متوفرة، البلد نظيفة، فكده هم حيكونوا راضين نفسيا إنه يعني أولادهم طلعوا عشان حاجة معينة. Et finalement, la description que fait Mouzammil de ce que les parents rêvent, de ce que les parents qui ont perdu des enfants rêvent pour l'avenir de leur pays, c'est ce que nous avons ici en Europe et que finalement les Soudanais réclament à corps et à cri. Et c'est toute l'histoire de ce film, c'est de comprendre que ce pays, le Soudan, est un pays qui a été constamment confisqué à sa population. Et ce sont des citoyens ordinaires qu'on voit dans ce film qui se battent pour récupérer ce pays. Dans notre imaginaire collectif occidental, européen, on perçoit le Soudan comme un pays très pauvre, misérable, qui attend l'aide humanitaire, avec la famine, avec la guerre. Mais en réalité, le Soudan est un pays très riche, qui pourrait être complètement indépendant. D'abord, il a une agriculture très importante. À l'époque, les Britanniques qui ont colonisé le Soudan pendant près d'un siècle, ils disaient que l'agriculture du Soudan pourrait nourrir toute l'Afrique. Et puis ensuite, il y a des mines d'or, il y a de l'uranium, il y a de la gomme arabique, il y a du pétrole au sud, d'où la séparation entre le Soudan et le Soudan du Sud. Aujourd'hui, on va vers une partition du pays. Et la seule raison, en fait, de toutes ces guerres, c'est l'avidité des puissants, des voisins. C'est beaucoup plus facile pour toutes les personnes qui, chacun, sont en train d'arracher un morceau du pays. En fait, c'est comme des chiens enragés qui arrachent des morceaux du Soudan et il ne reste plus rien à la population. Et c'est beaucoup plus facile, en fait, de voler, de piller un pays quand on a des chefs de guerre avec qui on négocie très bien. Et Hemiti échange des armes contre de l'or avec Poutine depuis assez longtemps. Il fait la même chose avec les Émirats arabes unis. Et il y a aussi une nouvelle forme de colonisation du Soudan, parce que ce qu'on sait très peu, c'est qu'en fait, il y a déjà quand la guerre commence, il y a 5 millions d'hectares de terre qui appartiennent déjà à des Émiratis. Quand on brûle un village et quand les militaires et les miliciens poussent les paysans à l'exil, ensuite ils vendent les terres de ces paysans aux plus offrants, qui sont les Saoudiens, les Émiratis, les voisins, qui eux n'ont pas de terres agricoles riches. Donc il y a cet enjeu-là, et puis il y a évidemment l'enjeu de l'exploitation du sous-sol. Et là, tout le monde est impliqué. Il y a la question de l'eau aussi, parce que les sources du Nil sont au Soudan, le Nil bleu et le Nil blanc, qui se rejoignent à Khartoum et qui remontent jusqu'en Égypte. Le dictateur Sissi n'a aucun intérêt à ce que la révolution réussisse au Soudan, parce qu'il a très peur qu'elle inspire une nouvelle révolution chez lui. Et puis, il a besoin de l'eau du Soudan, comme le Kenya, comme l'Éthiopie. Le Soudan a 8 frontières avec 8 pays différents. Et chacun de ces pays a plus ou moins des intérêts, sans compter évidemment les intérêts des multinationales et puis des États-Unis, de la Russie, de l'Europe, qui ont chacun un agenda qui est différent de celui de protéger les droits humains et de protéger la population soudanaise. Et on vit dans un monde aujourd'hui, là actuellement il y a 50 pays en guerre dans le monde, et je pense à ceux où j'ai des amis, l'Iran, l'Ukraine qui paye encore aujourd'hui la révolution qu'elle a faite en 2014, et les Soudanais, quand la guerre a commencé en Ukraine, sont descendus dans la rue avec des drapeaux ukrainiens en solidarité, parce qu'ils savent à quel point l'intervention russe peut être mortifère, comme elle l'a été en Tchétchénie. Voilà, donc en fait, ce qui est intéressant aussi quand on voit ce film, c'est de comprendre que ce qu'on voit, c'est un réel, et que cette même année-là, en 2000, où j'ai commencé le film, il y a eu une révolution en Algérie, le fameux Hirak, où il y avait 1 million de personnes les vendredis, à la même période. Il y a eu une révolution au Liban, il y a eu un siège à Bagdad, qui a aussi demandé la fin des hostilités, des guerres et de vivre normalement. Il y a eu une révolte en Russie pour faire tomber le dictateur russe, et ils n'y sont pas arrivés. Les gens à Hong Kong ont résisté de toutes leurs forces au changement de la constitution par les Chinois, ils n'y sont pas arrivés. Au Chili, ils y sont arrivés. Ils se sont révoltés contre un gouvernement de droite qui n'arrêtait pas d'augmenter les prix, et finalement c'est un président de gauche qui a été élu après presque 1 an de mobilisation de la jeunesse. Et cette année 2019, juste avant le Covid, elle a vraiment été l'année des révolutions. Il y a aussi quelque chose d'autre qui est très important
à connecter avec le Soudan, c'est la place des femmes en fait. Personne n'a fait le lien, mais c'est très proche de ce qui va se passer 2 ans plus tard en Iran avec le mouvement Femmes, Vie, Liberté. Et j'ai été étonnée qu'on ne fasse pas plus ces ponts, parce que les femmes soudanaises sont extraordinaires. Et c'est pas pour rien que 2 des personnages principaux dans le film sont des femmes. C'était pas vraiment un choix de ma part, parce que finalement, c'est un film qui s'est fait de manière très organique et plus ou moins avec les possibilités sur le terrain. Parce que, évidemment, chaque fois que j'avais scénarisé quelque chose ou écrit ou prévu quelque chose, les événements historiques faisaient que le lieu où je voulais tourner avait été détruit. Je mettais plusieurs mois à retrouver quelqu'un parce que, par exemple, quand il y a eu le massacre du 3 juin, les téléphones portables ont été détruits et la seule personne qui n'a pas perdu son portable, c'est Mara, avec qui je reste toujours en lien pendant tout le film. Mais les autres, Mouzamine, Shahjan, je vais mettre des mois à les retrouver parce que leur portable a été détruit et que le temps d'aller dans leur quartier, de poser des questions aux gens pour essayer de retrouver où ils sont, ça a été vraiment très compliqué. Voilà, donc c'est un film plein de trous en fait, où j'ai pas du tout pu tourner tout ce que j'aurais voulu, comme j'aurais voulu, et donc ce montage il est bricolé quoi, avec la matière de ce que j'ai pu tourner quoi. لا تستطيع قتل الروح فالروح لا تفنى والفكرة خالدة تعلمنا كيف نحيا في عالم الأرواح نستمر مع الشهداء في القتال فنحن لا ننقص بل نزيد ثاني يدي للعساكر إنها مسألة روح اترك سلاحك وابحث عن روحك الضالة لعلك تشعر يوما ما. Sur l'art, la poésie, la présence en fait de l'art sous toutes ses formes au Soudan, c'est quelque chose que je vois partout dès que j'arrive. Donc en fait, il y a quelque chose qui est assez impressionnant, c'est que dans mon film précédent, Paris-Stalingrad, je fais un film sur les campements de rue de réfugiés à Paris et je rencontre un jeune poète et c'est sa voix qui va devenir, c'est ses poèmes qui vont devenir la voix off du film. Et à l'époque, je me dis, ce jeune est exceptionnel, il est extraordinaire, etc. Et puis je rencontre aussi d'autres poètes sur les campements de rue. D'ailleurs, il y a des scènes de poésie au milieu des rafles policières. Enfin, c'est complètement étrange comme contraste, en fait. Et je me dis que c'est exceptionnel. Mais quand j'arrive au Soudan, je comprends. C'est-à-dire que tout d'un coup, je prends conscience que la poésie au Soudan, elle est partout. Ça fait partie de la vie quotidienne. Les Soudanais récitent de la poésie comme ils respirent. Alors ils récitent de la poésie qu'ils apprennent par cœur, qui est la poésie classique des ancêtres, donc parfois de la poésie très ancienne même qui date de l'Antiquité, mais il y a aussi la poésie des poètes engagés des années 60-70 qui ont été en prison, qui ont lutté contre les précédentes dictatures. Je découvre que les Soudanais, c'est leur 3e révolution, que le printemps arabe en 2011, c'était pas du tout les premiers, qu'il y a eu une révolution au Soudan en 1964, une autre en 1985, qu'ils ont déjà renversé 2 dictateurs, qu'ils ont déjà eu des périodes de 4-5 ans de démocratie avec des élections, un parlement, voilà. Donc je me dis, mais c'est dingue ce pays, en fait, il est si peu connu et il a cette immense culture derrière lui. Et c'est aussi parce qu'il a cette immense culture derrière lui et cette culture de poésie que les gens sont capables d'accomplir ce qu'ils accomplissent. Et sur la question de l'art, il y a quelque chose qui est très très beau et qui, je pense, est aussi universel et qu'on retrouve à travers toutes les civilisations. C'est l'idée que quand on écrit un poème, on se rend éternel. Quand j'ai étudié la philosophie et j'avais un prof de philo extraordinaire qui s'appelle Christian Jambet, qui est aussi un grand traducteur. Et il a traduit un traité d'un philosophe persan qui s'appelle Moula Sadra Shirazi du XVIIe siècle. Et le traité s'appelle « Se rendre éternel ». Et en fait, c'est vraiment un traité sur l'idée qu'un philosophe, quand il écrit un livre, sa pensée dans le livre fait qu'il se rend éternel. Parce que vous pouvez aujourd'hui relire Kant ou Hegel, ils sont morts depuis très longtemps. Et pourtant, leur pensée, elle est là, vivante dans le livre. Et il y a la même idée avec la poésie, c'est ce que dit Shahjan dans le film. Elle dit « Ne mésestimez pas ce que vous faites aujourd'hui ». Parce que les poèmes qu'on récite, c'est des poèmes qui ont été écrits il y a 40-50 ans par des poètes qui sont déjà morts. Et pourtant, à travers nous, ces poètes sont encore là avec nous. Je reviens à l'idée du titre du film parce que,
En fait, à la fin du film, il y a quelque chose de très très beau. Mouzammil, qui est peintre, par ailleurs qui est aussi informaticien, parce qu'ils ont tous étudié plein de choses, et c'est ça qui est assez beau. Le poète dont on entend la voix à la fin du film, il travaille dans une banque, il est aussi informaticien. Et donc Mouzammil, quand il est en train de peindre sur le mur, il fait le portrait de son meilleur ami, Rayah, avec qui il a grandi, qui a été tué par les militaires. Et en fait, il pleure à la fin, quand il termine la fresque, parce que en fait, le fait de faire la fresque, son ami est encore là avec lui. Au moment où il termine la fresque, c'est le moment de faire le deuil. Il sait que son ami ne reviendra jamais. Et ce qui est très très beau, et je ne le savais pas quand j'ai tourné, c'est que à un moment donné, donc, dans cette rue, donc c'est une rue dans un quartier qui s'appelle Bahri à Khartoum, il y a 7 jeunes qui habitent vraiment dans 3 rues parallèles, quoi, qui sont morts. Et donc il y a le portrait des 7 jeunes sur les murs, dont celui de Rayah. Et ils décident, 1 an après la mort, d'organiser un iftar, donc une rupture du jeûne à la mémoire de tous ceux qui ont été tués par les militaires. Et puis, il y a un jeune qui rentre en scène dans le film, il a un t-shirt jaune, il s'appelle Karim, et il se met à réciter un poème. Ils disent, quand vous tuez un jeune, c'est toute la jeunesse que vous tuez. C'est comme si vous nous tuez tous. Et puis, il récite ce poème qui est magnifique, et on arrive vers la fin du film, et qui va nous marquer, qui va rester dans notre esprit. Et quand j'ai montré la scène à Mouzammil, quand j'étais en montage, il a rigolé et il m'a dit, mais est-ce que tu sais que ce poème, c'est le poème de Rayah? Et que quand Karim récite le poème de Rayah, c'est pour le ressusciter parmi nous, c'est pour qu'il soit de nouveau avec nous. Et tout le monde connaissait ce poème parce que Rayah, qui a été tué, a été filmé dans les manifs en train de réciter ce poème. Et c'était sur YouTube, tout le monde l'a partagé et finalement tout le monde l'a appris par cœur ce poème. Et donc c'est comme s'il continuait à vivre, à être là avec nous à travers le poème. Il n'est plus là, mais ses mots sont encore là. هذه الرصاصة أيقظتنا، هذه الرصاصة علمتنا، كنا نيام، هذه الرصاصة أخرجتنا من بين أحضان الأنام. Ça, c'est vraiment quelque chose de très puissant. C'est, je pense, universel dans la question de la littérature. Marcel Proust dit la vraie vie, la vie réellement vécue, c'est la littérature. Parce que quand il écrit À la recherche du temps perdu, en fait, il retraverse toute sa vie et tous ses souvenirs. Et finalement, cette vie qui est éphémère, qu'on traverse tous, et il dit la différence entre l'artiste et l'homme ordinaire, c'est que l'homme ordinaire traverse sa vie, et puis tout sera oublié, sa vie disparaît en même temps qu'il meurt, alors que l'artiste, eh ben, encore aujourd'hui, on lit À la recherche du temps perdu. Et je voudrais aussi citer Victor Hugo, qui est un poète extraordinaire, qui était aussi un homme politique, et qui était du côté des pauvres, enfin voilà, Les Misérables, Notre-Dame de Paris. Et il y a un poème de Victor Hugo qu'il a récité justement pour se défendre dans un procès de diffamation, et qui dit ça, qui commence comme ça, qui dit « Car le mot, qu'on le sache, est un être vivant, la main du songeur tremble et vibre en l'écrivant. » Et c'est ce que j'ai ressenti en entendant ces jeunes réciter de la poésie, comme si c'était une question de vie ou de mort dans le film. C'est vraiment que les mots sont des êtres vivants, que cette poésie, c'est pas juste la beauté des mots, c'est des mots qui ont un impact sur le réel. ما كنت أبغيه الرحيل، ما كنت أنويه الفراق، أحلامنا كانت كنيل ودماؤنا أضحت تراق، والدرب أحيانا طويل والحب أبلغه العناق، فالروح للوطن العليل حق، وإن شق المذاق أتراه يذكرني الجميل، أتراه محبوبي يشاق، ولوصلهم هل من سبيل، أشتاقهم كل الرفاق، لكن وعدا قد قطع وبيننا كان اتفاق، فاذكروني إن تحقق انتصار، واذكروني إن بدأتم بالعمار، اذكروني إن غرستم شتلة، يوم يؤتي غرسكم حلو الثمار، قد كنت كالجمر الذي لا ينطفي، متفرد كالنجم في وضح النهار، مزقت كل مخاوفي حطمتها، وخرجت كالطوفان والإعصار، ورسمت أحلامي على تلك الحواط، فاحفظوا ما قد رسمت على الجدار. La scène finale du film, quand je l'ai tournée, je savais déjà que ça serait la dernière image du film. C'est une image qui a été extrêmement compliquée à tourner parce que je suis allée à la campagne et il fallait que ça soit au lever du jour parce que c'est le moment où la lumière est la plus belle.
Donc j'avais déjà plus ou moins fait mes repérages, mais le problème c'est que c'était une période de couvre-feu, et donc ça voulait dire qu'il fallait quitter Khartoum à 3h30 du matin pour arriver à 4h30 dans la ferme d'un ami, qui m'avait donné l'autorisation de filmer, et où on avait vraiment un accès à un endroit où on voyait les berges du Nil sans que ça soit pollué par des habitations ou par une architecture monstrueuse. Et je voulais vraiment voilà, ce moment où on est entre la vie et la mort, qui fait référence au poème que j'ai mis à la fin du film, qui pour moi est aussi un poème qui donne de l'espoir. Parce que c'est un poème qui ouvre sur ce moment où la paix reviendra. Parce que si on regarde l'histoire de l'humanité, la guerre finit toujours par s'arrêter. Parce qu'en fait, la guerre va à l'encontre de ce que naturellement, de ce que la vie est. Enfin, l'homme est fait pour rester en vie, pas pour être massacré. Et donc, il y a toujours un moment où on sort de la guerre et on retrouve la paix. Et pour moi, cet endroit-là, cette ferme, c'était l'endroit où on allait se reposer après des tournages extrêmement éprouvants chez un ami qui s'appelle Yassine El Kourdi et qui a tout perdu. Parce qu'évidemment, avec la guerre, toutes ces terres ont été réquisitionnées. Il a été obligé de quitter le pays. Aujourd'hui, il vit en Égypte. Mais ce lieu est un lieu magique qui montre aussi l'éternité du Nil. Et que ce Soudan qui a tellement souffert, qui a traversé tellement de guerres, c'est aussi un pays qui a 30 000 ans d'histoire. Et il y a peu de gens qui le savent, mais en fait, le Soudan est aussi une civilisation pharaonique, distincte de la civilisation pharaonique égyptienne. Et tout le monde a toujours essayé d'envahir le Soudan. Et en fait, les fameux pharaons noirs dont parle Cheikh Anta Diop, ils existent, c'était au Soudan, c'est le royaume de Kouch. Il y a 200 pyramides au Soudan, j'ai été en visiter quelques-unes du côté de Méroé, c'est très très beau. Et ce qui est extraordinaire, c'est qu'il y a eu des reines, les Kandakat, qui ont régné sur le Soudan au début de notre ère, et elles ont même repoussé les invasions romaines de l'empereur Auguste. D'ailleurs, cette idée du féminisme qui est très présente dans le film, en fait c'est dans le film, mais en fait c'est au Soudan, et les femmes révolutionnaires soudanaises, elles ont été surnommées Kandakat, comme ces reines pharaoniques. Et donc voilà, il y a cette idée que ce Soudan est un pays qui a traversé des milliers d'années d'histoire et qui s'est toujours relevé de toutes les guerres, de toutes les invasions. Et donc c'est aussi pour moi voilà, cette ouverture vers une lueur d'espoir en fait. Et puis toujours aussi cette idée que la beauté de la nature, malgré la guerre, malgré tout ça, elle reste. Et c'est ça que je veux retenir, parce que c'est aussi le titre du film, Soudan, souviens-toi, c'est vraiment l'idée de ne pas oublier ce que les Soudanais ont accompli pendant les 4 ans où j'ai tourné, et de conserver précieusement en fait cette mémoire pour l'avenir et pour les générations futures, et de conserver ce que les militaires ont méticuleusement et constamment détruit.